Et imaginez un instant un trader sur le point de perdre plusieurs millions d'euros. La situation cauchemar par excellence. C'est ça. Le marché chute brutalement, le cœur bat à tout rompre, la respiration est complètement saccadée. La panique totale, quoi. Exactement. Et à la seconde précise où son doigt va cliquer par pure panique pour tout vendre, une autre voix dans sa tête intervient. Une voix différente de celle de la peur, j'imagine. Voilà, une voix beaucoup plus calme, infiniment plus puissante. Et cette voix prend littéralement les commandes du corps pour stopper ce réflexe désastreux. C'est une image frappante. N'est-ce pas? Aujourd'hui, pour cette analyse en profondeur, on va explorer comment installer ce bouton d'arrêt d'urgence mentale. Parce que la première étape de cette démarche est assez brutale. Il faut accepter l'idée que la personnalité qui prend nos décisions tous les jours n'est probablement pas notre véritable identité. Et c'est un point de départ incontournable. Toute programmation consciente du cerveau, elle ne commence véritablement que le jour où l'individu décide qu'elle commence. C'est-à-dire, on n'est pas conscient le reste du temps? Jusqu'à cette fraction de seconde précise où on prend une décision active, l'être humain fonctionne sur un pilote automatique complet. C'est un réseau neuronal par défaut, si tu veux. D'accord. Un pilote automatique. Voilà. Et le problème majeur de ce réseau, c'est qu'il est souvent tissé de peurs et de limitations qui ne nous appartiennent même pas. Attends, qui ne nous appartiennent pas. Non, pas du tout. Et tant qu'on n'a pas posé ce constat, il est techniquement impossible d'atteindre des niveaux de performance exceptionnels, que ce soit en finance, en affaires ou même juste dans la maîtrise de soi au quotidien. Ok, décortiquons tout ça. Ce concept de pilote automatique défectueux, ça soulève une question évidente. D'où vient ce programme s'il n'est pas à nous? Eh bien, l'approche que l'on étudie divise la construction de notre psyché en 3 étapes chronologiques. Et ça commence par l'enfant. L'enfant. Donc si je suis cette logique, l'enfant c'est une simple éponge. Il ne filtre absolument rien. Rien du tout. Il absorbe les angoisses de ses parents, leurs limites, leurs craintes du risque. Et c'est ce qui crée ce qu'on appelle les habitudes de pauvreté, c'est ça? Exactement. Et attention, on ne parle pas de compte en banque ici. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas une question d'argent. Non, c'est une pauvreté cognitive, une rareté dans la façon de voir les opportunités. Mais du coup, dire que l'enfant n'a pas d'âme ou que sa véritable essence est inexistante à ce stade, c'est une affirmation complètement vertigineuse. Est-ce qu'il faut vraiment rayer toute notre enfance de l'équation? Il faut faire la part des choses entre l'expérience vécue et la grille de lecture qu'on utilise pour la traiter. L'idée ici, c'est pas que l'enfant est une coquille vide, mais que son essence pure, ce qu'on pourrait appeler le moi inconditionné, est profondément en sommeil. En sommeil, d'accord. Parce que le cerveau n'est pas prêt. Exactement. Biologiquement parlant, le cerveau d'un jeune enfant n'a tout simplement pas un cortex préfrontal assez développé pour opposer un esprit critique aux figures d'autorité. Donc on avale tout ce que disent nos parents comme une vérité absolue. C'est ça. L'amygdale, la zone qui gère la peur, se calibre directement sur les réactions des parents. Si un parent panique face au manque d'argent, le cerveau de l'enfant câble l'argent à un danger de mort. Ah waouh, c'est violent comme câblage. Très violent. L'essence propre de l'individu est peut-être là, en dessous, mais elle est complètement étouffée sous une montagne de codes de survie hérités. D'accord. Et ensuite, j'imagine qu'on grandit, vient la phase de l'adolescent, la rébellion, l'expérimentation. Tout à fait. On pourrait croire que c'est là que notre véritable identité émerge. Non, hein, quand on commence à dire non à ses parents. Et pourtant, non. La méthode affirme le contraire. L'adolescent ne fait que réagir en opposition ou en confirmation au programme de l'enfance. Donc s'opposer à ses parents, c'est toujours être défini par eux. Exactement. C'est toujours le même logiciel qui tourne, juste avec des paramètres différents. L'identité performante reste sur le siège passager. Ce qui nous amène logiquement à la troisième phase, l'adulte. C'est le moment de la bascule, celui où on prend enfin les vraies décisions. Oui, mais attention, la transition vers le stade de l'adulte, dans ce modèle, ça ne se fait pas juste en soufflant des bougies sur un gâteau d'anniversaire. C'est pas une question d'âge légal, quoi. Pas du tout. C'est une prise de conscience aiguë. C'est le moment précis où la personne réalise que sa peur de parler en public ou sa terreur de perdre un investissement ne sont pas inscrits dans son code génétique. C'est un héritage. Voilà, ce sont des héritages. Et réaliser cela, c'est l'acte fondateur de la reprogrammation. Pourquoi c'est si important de faire cette distinction? Parce que si une peur est perçue comme un trait de caractère inné,
Le cerveau refuse catégoriquement de la combattre. Il la protège comme un organe vital. Ah oui, c'est logique. Le cerveau se dit « c'est moi, donc je le garde ». Exactement. Mais si cette peur est perçue comme un vieux logiciel périmé, alors là, la désinstallation devient possible. C'est comme si le cerveau était un ordinateur avec un système d'exploitation préinstallé par la famille, plein de vieux logiciels dont on ne se sert plus, et devenir adulte, c'est enfin obtenir le mot de passe administrateur pour tout désinstaller. C'est une excellente analogie. Tant qu'on n'a pas ce mot de passe, on est bloqué. Donc, c'est vraiment une désidentification totale. On nettoie le disque dur. Mais du coup, la nature ayant horreur du vide, par quoi on remplace tout ça? C'est là que ça devient fascinant. Ouais, parce que comment le cerveau sait quel nouveau programme installer? On s'attendrait à une méthode très intellectuelle, genre des affirmations positives qu'on se répète devant un miroir le matin. Et ça, c'est l'erreur classique. La clé, en fait, elle réside entièrement dans le corps. Le corps. Attends, comment le corps peut reprogrammer le cerveau? Le corps est le vecteur de communication principal. Il informe le cerveau du changement d'identité en passant par les sens, les sensations et surtout les émotions. Donc, on ne peut pas juste penser à changer. Non, parce que le cerveau rationnel est un excellent planificateur, mais il est incapable de générer un changement comportemental profond à lui tout seul. Il lui faut un coup de pouce émotionnel. C'est ça. Pour qu'une nouvelle identité s'ancre neurologiquement, il faut impliquer le système limbique et notamment l'hippocampe. L'hippocampe, d'accord. Oui, car il utilise l'intensité émotionnelle pour marquer une information comme étant cruciale pour la survie. Et c'est là qu'intervient le concept fondamental dont parle la méthode, la création de son avatar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement un avatar? Il s'agit de sculpter l'idéalisation absolue de soi-même. Mais attention, ce n'est pas une fuite de la réalité. C'est pas s'inventer une vie de super-héros. Non, c'est la matérialisation de cette essence pure qui était en sommeil depuis l'enfance. Si on reprend notre environnement à haute pression du début, imaginons quelqu'un qui veut dominer les marchés financiers. D'accord. Son avatar, ça va pas être juste un type qui gagne plein d'argent. C'est une figure de puissance, un trader passionné, audacieux, qui s'éclate face à la complexité. Exactement. L'objectif, c'est d'acquérir le charisme et l'efficacité de cette figure. Et la méthode affirme que la seule façon de débloquer ça, c'est de nourrir son âme, et que cet avatar est la représentation de cette âme. Mais bon, avouons-le, créer un avatar, ça sonne quand même furieusement comme choisir un personnage dans un jeu vidéo, non? C'est vrai que ça peut y faire penser. Comment on s'assure que ce n'est pas juste une liste de souhaits superficiels, mais un vrai outil psychologique? Comment empêcher le cerveau de rejeter ça comme un fantasme? La frontière entre le fantasme stérile et l'outil redoutable, elle se situe précisément dans l'engagement physiologique. Physiologique. Donc on en revient au corps. Voilà. Le fantasme y reste confiné à l'intellect. L'avatar, lui, il doit être ressenti dans la chair. Concrètement, ça donne quoi? Quand la personne imagine cet avatar en train de prendre une décision complexe sous pression, elle doit modifier sa propre posture physique dans l'instant. Ah, se tenir droit, changer sa façon de respirer? Exactement. Elle doit calquer sa respiration sur celle de l'avatar, redresser les épaules, ressentir la décharge d'adrénaline positive. Et cette combinaison force le cerveau à y croire. Oui, l'image mentale claire couplée à une signature émotionnelle forte, ça force le cerveau à percevoir cette identité comme une réalité biologique en cours de formation. Sans cette preuve corporelle, ça ne marche pas. Sans ça, la neuroplasticité ne s'active tout simplement pas. C'est fascinant. Pour illustrer cette fameuse neuroplasticité, j'ai une image en tête un peu plus organique que celle de l'ordinateur. C'est comme se le trouver face à une jungle extrêmement dense. Une jungle, oui. Créer cet avatar et agir comme lui la première fois, c'est décider de se frayer un nouveau chemin à la machette. C'est lent et ça demande un effort colossal. Et exactement, c'est épuisant. Et chaque liane semble nous ramener en arrière. Ça semble totalement artificiel. Et pendant ce temps, l'ancienne habitude de pauvreté, le vieux réflexe de peur, ça ressemble à une autoroute parfaitement goudronnée juste à côté. Et le cerveau, par souci d'économie d'énergie, veut naturellement prendre l'autoroute. Évidemment, c'est plus facile. C'est là que la loi de Hebb en neurosciences entre en jeu. Elle explique que les neurones qui s'activent ensemble se lient ensemble. Donc plus on s'entraîne, Plus on emprunte ce nouveau chemin dans la jungle, plus on l'élargit, plus on l'aplatit. jusqu'à ce que ça devienne la nouvelle autoroute. C'est ça. Et inversement, si on cesse d'emprunter l'ancienne autoroute de la peur, la nature reprend ses droits. Ce chemin finit par disparaître sous la végétation. Donc l'avatar n'est pas un vœu pieux, c'est vraiment l'acte de défricher consciemment ce réseau neuronal. Tout à fait. La théorie est impressionnante. Mais la grande question pour ceux qui nous écoutent, ça reste l'application concrète. Comment on fait marcher cet avatar sur ce chemin de jungle au quotidien ?
Entre un rendez-vous client qui se passe mal et une crise sur les marchés à 3 heures du matin. C'est là qu'on passe au mode d'emploi proprement dit. La méthode déploie un outil fascinant qui s'appelle le binôme interne. Le binôme interne. Alors, comment ça marche? Prenons un prénom pour cet avatar idéal. Disons qu'on l'appelle Joël. Ok, va pour Joël. Le processus exige l'intégration maniaque, presque obsessionnelle, de ce Joël dans absolument chaque recoin de la vie quotidienne. Maniaque à quel point? D'une rigueur quasi militaire. Il s'agit d'empêcher l'ancien réseau par défaut de reprendre la main. La première action concrète, c'est de localiser spatialement cet avatar dans son propre espace mental. Le localiser. Genre, il est assis à côté de moi. C'est ça. Ce n'est pas une figure divine, lointaine. C'est un partenaire de bureau qui est installé en permanence dans ton cortex. D'accord. Il cohabite avec moi. Oui. Ensuite, la deuxième action, c'est de fermer les yeux et de lancer un véritable dialogue interne avec lui. Un dialogue? On se parle à soi-même. Mais on ne cherche pas une méditation floue. Ce sont des questions fermées, directes, sans échappatoire possible. Tu as un exemple? Par exemple, tu demandes, Joël, face à ce marché qui s'effondre, est-ce que nous sommes réellement en danger? Et la réponse doit jaillir. Immédiatement. C'est puissant. Mais j'imagine que ça ne s'arrête pas qu'aux grandes crises financières. Surtout pas. C'est la troisième étape. L'application de cette consultation a absolument tout. Tout. Vraiment tout. Les directions professionnelles, les choix d'investissement, mais aussi la façon de répondre à une remarque sarcastique d'un membre de la famille. Avant chaque réaction, le système nerveux doit faire un détour par le bureau de Joël. C'est intense, mais pourquoi c'est si important de le faire pour les petites choses? Parce que si on attend la crise majeure pour solliciter l'avatar, le chemin de jungle n'est pas prêt. Et le cerveau retournera instantanément sur l'autoroute de la panique. Ah, l'entraînement au quotidien, ça pave la route. Exactement. La pratique sur de petites décisions construit la résilience neuronale pour les grands moments de tension. C'est là que ça devient vraiment intéressant. On installe littéralement un conseil d'administration infaillible dans son cortex. Mais il y a une quatrième étape dans cette pratique, non? Quelque chose qui s'apparente presque à de l'archéologie mentale. Oui, c'est une étape cruciale. Il s'agit d'envoyer l'avatar analyser notre propre passé. Analyser notre passé. Donc je demande à mon avatar, Joël, pourquoi mon père réagissait avec autant de colère face à l'échec? Exactement. L'idée, c'est que l'avatar représente la vérité inaltérable. Il est l'âme dépouillée des habitudes de pauvreté. Il ne peut pas mentir car il n'a aucun traumatisme à protéger. Voilà, il regarde les parents non pas comme des dieux tout-puissants, mais comme des adultes qui étaient eux-mêmes conditionnés par leur propre peur. C'est une rétro-ingénierie du passé en fait. C'est tout à fait ça. Et cette rétro-ingénierie est cruciale pour désamorcer des déclencheurs émotionnels. Parce qu'on comprend que la colère ou la peur d'un parent n'était qu'un vieux virus informatique transmis de génération en génération. Une position de puissance très calme. L'idée d'avoir son meilleur conseiller disponible 24 heures sur 24, c'est incroyablement séduisant. Cependant, je vois un piège évident ici. Ah bon? Lequel? Si je passe mes journées à discuter avec une voix dans ma tête que j'ai moi-même créée, comment éviter l'effet chambre d'écho? C'est une vraie question. Comment être sûr que ce fameux Joël ne va pas simplement justifier mes propres biais, valider mon arrogance, ou pire, me pousser à prendre des risques inconsidérés en me chuchotant que c'est de l'intuition de génie? Le risque de sombrer dans le biais d'autoconfirmation est réel, oui, si l'avatar est mal calibré au départ. Mal calibré. C'est-à-dire, Il faut se rappeler ce que représente cet avatar. Il n'est pas l'ego boursouflé de l'individu. l'ego, c'est différent de l'avatar. Totalement. L'ego, c'est la création de l'enfant qui cherche à se protéger ou à se prouver quelque chose face au monde. L'avatar, lui, c'est l'essence pure. Il n'a absolument rien à prouver. D'accord. Donc son calibrage initial doit reposer sur l'efficacité, la joie profonde et la vérité, pas sur la vanité. Exactement. Si la réponse de l'avatar sent la justification orgueilleuse, c'est que c'est l'ancien pilote automatique qui s'est déguisé avec les vêtements de l'avatar. Ouf, il faut être super vigilant alors. C'est pour ça que la rigueur est importante. De plus, il y a la notion d'évolution par la répétition. Au tout début de cet exercice du binôme interne, il faut accepter que c'est une immense simulation. On fait semblant, en gros. Oui, la personne enfile le costume psychologique de ce trader d'élite. Elle joue à être puissante. C'est une pièce de théâtre mentale. J'imagine que dans les premiers temps, la dissonance cognitive doit être assez forte. Très forte. On se sent comme un imposteur. Mais la répétition obsessionnelle de ce dialogue, le fait de forcer le circuit neuronal à passer par ce filtre idéal plutôt que par le réflexe de survie, Ça finit par marcher.
Ça finit par produire un véritable miracle biologique. Les anciennes connexions synaptiques de l'insécurité se défont, tout simplement par manque d'utilisation. Les fameux neurones qui ne s'activent plus ensemble finissent par se séparer. Exactement. La peur, littéralement, se dissout dans la structure physique du cerveau. C'est le triomphe de la neuroplasticité dirigée. Ce qui nécessitait un effort conscient herculéen au début, une véritable négociation interne quotidienne, ça devient peu à peu la norme. La distance entre l'individu hésitant et l'avatar puissant se réduit de jour en jour. Jusqu'à ce que le dialogue interne perde de son utilité, car la séparation disparaît. C'est ça. Le costume de scène devient la nouvelle poids de l'individu. La simulation devient la biologie. On passe d'un état de victime de notre environnement précoce à la position d'architecte de notre propre réseau neuronal. C'est une transformation radicale. L'impact pratique de tout ça est massif. Alors pour tous ceux qui veulent transformer cette architecture mentale dès aujourd'hui, résumons un peu le mode d'emploi de façon ultra pragmatique. Excellente idée. La première action vitale, c'est de faire un diagnostic brutal. Il faut observer ses propres réactions face au risque et au stress et se répéter que ces réactions ne sont pas génétiques. Ce sont des logiciels obsolètes. Voilà. Ensuite, la deuxième étape, c'est la phase de conception. Définir avec une clarté chirurgicale son avatar idéal. Et surtout, l'attacher à une sensation physique et émotionnelle. Il faut ressentir la posture, la chaleur, l'adrénaline. Pour que le cerveau l'enregistre. Et enfin, la troisième étape, le travail de terrain quotidien. L'intégration du binôme. Placer cet avatar dans son espace mental et le consulter inlassablement. Fermer les yeux avant chaque email tendu, avant chaque transaction, et lui demander la bonne action à mener. Exactement. Et tu sais, ce mode d'emploi répond à un besoin fondamental de notre époque. Ah oui. Oui, l'environnement moderne est une tempête interrompue de signaux anxiogènes. Les alertes d'actualité, les pressions sociales, le cerveau humain est bombardé en permanence. On est maintenu dans un état de réactivité totale. Voilà. Et appliquer cette méthode du binôme interne, c'est se doter d'une technologie d'isolation phonique redoutable. C'est couper le bruit extérieur pour recalibrer toute sa prise de décision sur une boussole interne forgée pour la haute performance. C'est sans exagération l'acquisition de l'autonomie mentale ultime. Et il n'y a pas meilleur rempart contre le chaos extérieur. Je suis tout à fait d'accord. L'idée d'enfiler un avatar comme un simple costume psychologique pour affronter l'adversité, c'est déjà une prouesse fascinante. Mais après avoir décortiqué toute cette mécanique, on fait face à une interrogation troublante, presque vertigineuse, je dirais. Laquelle ? Si le fait de jouer un rôle avec une telle intensité émotionnelle, de simuler la puissance au quotidien, finit inévitablement par recabler l'architecture même de notre cerveau, à quel moment précis la fiction de notre esprit franchit-elle la barrière pour devenir la réalité biologique de notre système nerveux? Peut-on véritablement figer, faker, construire de toutes pièces notre propre identité neurologique jusqu'à ce qu'elle devienne incontestablement vraie? C'est la grande question, en effet. Une pensée qu'on se doit tous de garder à l'esprit la prochaine fois qu'une décision difficile se présentera à nous.